a été attaquée. Ce sont ces institutions qui ont été détruites par les forces françaises en avril 2011. Et hélas, je dirais 10 fois hélas, ce sont les populations ivoiriennes qui ont payé et continuent de payer le prix des manœuvres d'intérêts puissants. Il y a plus de 100 000 réfugiés à l'extérieur des frontières du pays et plus de 20 000 déplacés à l'intérieur du pays. Les opposants politiques emprisonnés se comptent par centaines, alors qu'il n'y en avait pas lorsque le président Gbagbo était au pouvoir. Les populations sont aujourd'hui terrorisées. Les exactions continuent et la règle de droit est bafouée. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont besoin de justice et de vérité. Ils ont besoin de savoir que la justice existe. Ils vous implorent de la dire pour venir au secours des populations désemparées, en exil dans leur propre maison, leur propre village, leur propre patrie. Je vous remercie. Thank you. Le juge président. Merci beaucoup, Madame Baroane. Maître Altit. Jennifer Naouri va reprendre la parole. Of course. Juge président. Bien évidemment, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cette présentation sera, elle aussi, soutenue par un PowerPoint. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, nous l'avons dit, pour comprendre ce dossier et le contexte dans lequel s'inscrivent les accusations du procureur, il nous faut comprendre qui sont les différents protagonistes de la crise post-électorale de 2010-2011. Et nous ne pouvons comprendre qui sont ces protagonistes que si nous comprenons qu'il y avait en Côte d'Ivoire, depuis 2002, un conflit armé non international qui, au cours de la crise post-électorale, s'était internationalisé. Après le coup d'État de septembre 2002, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Le nord du pays est alors mis à feu et à sang par les rebelles qui avaient tenté de mettre au pouvoir Alassane Ouattara par la force. Ces rebelles s'organisent pour former une armée de combattants. Cette armée de rebelles est soutenue par le Burkina Faso et la France. Et le soutien de ces deux pays se renforce à tel point qu'en 2010, le conflit faisant rage en Côte d'Ivoire s'internationalise. Nous allons donc vous montrer que, conformément aux critères établis par les textes et la jurisprudence, il y avait en Côte d'Ivoire un conflit armé non international depuis septembre 2002. Ce conflit s'est ensuite internationalisé. En Côte d'Ivoire, les groupes rebelles se sont progressivement constitués en une armée de combattants bien armés, bien équipés et organisés de façon militaire qui va mener, pour contrôler le territoire, des violentes attaques contre les populations et lancera une offensive en 2011 contre le sud du pays. Ce sera mon premier point. En 2002, une fois la partie nord du pays entre les mains de chefs de guerre, il s'y constitue des groupes de rebelles pro-Ouattara, dont le plus important est le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI,
dirigé par Guillaume Soro à partir du 14 octobre 2002. L'objectif affiché du MPCI était politique. Mais la réalité est que ses membres se comportaient en pillards et s'en prenaient à la population civile. Par exemple, nous l'avons entendu, au début du mois de novembre 2002, les rebelles venant de Bouaké poursuivent leur avancée sanglante vers le sud, pillant les maisons et brûlant les champs de cacao à Sémian, à l'ouest du pays, et où ils exécutent sommairement 35 civils. Le 28 novembre 2002, à Danané, une ville proche du Libéria et de la Guinée, à l'ouest du pays, des tirs ont été échangés pendant plusieurs heures jusqu'à ce que les rebelles prennent la ville. Plusieurs gendarmes ont été tués. Entre le 16 et le 25 décembre 2002, 17 personnes sont exécutées à Diaouin, un village martyr de l'ouest du pays, par des membres du MPCI. Village qui connaîtra par la suite d'autres exactions. Le MPCI agissait pour le compte d'Alassane Ouattara. L'un de ses chefs, Zakaria Koné, ne s'en cachait pas. Lors d'un meeting en 2003, à Séguéla, dans le nord du pays, enregistré en vidéo, il expliquait que si vous supportez le MPCI, ne le faites pas pour Zakaria, ni pour Ibé, ni pour quelqu'un d'autre, sinon pour celui qui a acheté nos armes, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Et il ajoutait que lorsque les rebelles étaient en exil, Alassane Ouattara s'occupait d'eux et que pour ce faire, il leur faisait parvenir une somme importante par mois. Écoutons-le. Pardon, on ne peut pas l'écouter, donc j'ai rapporté ces propos, qu'ils sont très clairs, je pense. Abdoulaye Traoré, un autre seigneur de guerre qui contrôlait Mans et ses environs, à l'ouest du pays, dira quant à lui, et je le cite, « Chaque fin de mois, Alassane Ouattara déboursait la somme de 25 millions CFA pour notre nourriture. Il nous a armés. Ce sont les armes qui ont fait qu'il est devenu un candidat exceptionnel. » En plus du MPCI, il existait deux grands groupes rebelles contrôlant à eux trois une grande partie du nord du pays. D'une part, le Mouvement pour la justice et la paix, le MJP, qui s'est formé dans la ville de Mans, composé notamment de chasseurs d'oiseaux. Il est commandé par Gaspard Dely, mais Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden, était également un des commandants de ce groupe rebelle. D'autre part, existait dans l'ouest du pays le mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, le MPIGO, dirigé par le sergent Félix Do. Ces deux premiers groupes avaient été créés à l'initiative de Ibé, ancien garde du corps d'Alassane Ouattara, avec le soutien du président libérien Charles Taylor. Ils comptaient dans leur rang des anciens combattants libériens, dont Koudou Denis et Sambo Kari, dit Mosquito, responsables de massacres en Sierra Leone. Un mot sur Ibrahim Coulibaly. Il a participé à tous les coups d'État visant à mettre Alassane Ouattara au pouvoir, notamment celui du 24 décembre 1999, celui du 7 janvier 2001, coup de force plus connu sous le nom de coup de la Mercedes noire, en référence à la voiture d'Ibé, et celui du 19 septembre 2002. Ibé
sera condamné par contumace le 4 juin 2008 par la justice française pour mercenariat. International Crisis Group avait recommandé le 22 avril 2008 au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions contre lui parce qu'il avait tenté de déstabiliser le processus de paix en Côte d'Ivoire. Lors de la crise électorale, IB dirigera le commando invisible, composé de combattants pro-Ouattara, infiltrés à Abidjan, dès avant les élections, combattants qui seront responsables de nombreux crimes et exactions. En 2002, les 3 groupes rebelles dont je vous parlais s'emparent du nord du pays, comme nous pouvons le voir sur la carte qui s'affiche. Les groupes rebelles y massacrent sans merci les représentants des autorités légitimes et s'en prennent à la population civile, qu'ils terrorisent, pratiquant le pillage, le meurtre et le viol. Le 6 octobre 2002 à Bouaké, nous l'avons dit, des gendarmes et toute leur famille étaient arrêtés par le MPCI. Ils étaient conduits à la prison du camp militaire du 3e bataillon d'infanterie, où ils étaient, hommes, femmes et enfants, battus, affamés et finalement mitraillés. Les survivants ont été contraints de transporter les cadavres et de les enterrer dans des fosses collectives. Le bilan est de plus de 120 morts. Toujours à Bouaké, le 8 octobre 2002, des membres du MPCI tirent sur une manifestation pacifique. Human Rights Watch dénonçait en 2003 les nombreuses prises d'otages et tortures commises par les rebelles dans l'ouest du pays au début du mois de décembre 2002. Guillaume Soro, secrétaire général du MPCI, dira concernant 2002 : c'est vrai que, en 2002, il y a eu des tueries avec une rébellion. Mais on a eu une loi d'amnistie. Dans son livre « Pourquoi je suis devenu un rebelle », il explique le plan d'attaque mis en œuvre par les rebelles lors du coup d'État de 2002, qui consistait à s'infiltrer dans des villes clés telles que Korogo au nord, Bouaké au centre et Abidjan au sud, avant de lancer des attaques. C'est un élément fondamental, puisque c'est exactement le même modus operandi qui sera mis en œuvre en 2010. Au fur et à mesure que les années passent, les rebelles confortent leur emprise sur le nord et multiplient les exactions. Entre le 20 décembre 2002 et le 26 février 2003, autour de Douékoué et Bangolo, 368 civils ont été exécutés par des groupes de combattants rebelles. Entre le 29 novembre 2002 et le 12 mars 2003, 134 personnes seront fusillées, égorgées ou portées disparues à tout le pleu, toujours dans l'ouest du pays. Parmi les victimes des rebelles, les populations guérées de l'ouest du pays. Par exemple, le 22 mars 2003, lorsque les habitants du village de Da étaient massacrés. Un responsable militaire français en poste à Mans entre fin février et juin 2005 raconte qu'il a été appelé pour constater un massacre en limite sud de la zone de confiance, près de Douékoué. 80 personnes avaient été brûlées vives. Du 31 mai au 1er juin 2005, à Douékoué, une centaine de personnes a été massacrée. À 300 mètres d'un poste de l'ONU,
tenue par un contingent du Bangladesh. Ces attaques, prenant pour cible les populations, ne sont que quelques exemples parmi toutes les horreurs qui se sont déroulées quotidiennement dans le nord de la Côte d'Ivoire pendant des années. Pendant toute cette période, la structure militaire rassemblant les différents groupes s'est renforcée jusqu'à permettre la constitution en 2003 d'une structure armée unifiée. Les forces armées des forces nouvelles, le FAFN. Ces forces seront rebaptisées en mars 2011 les Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Selon une commission mise en place sous l'égide de l'ONU, l'organisation des FAFN était calquée sur celle de l'armée nationale. Leur quartier général était Bouaké. Depuis l'invasion de 2002, les FAFN contrôlent 60% du territoire du pays. Ce territoire tenu par les rebelles est communément appelé la zone CNO, centre-nord-ouest. Pour asseoir leur autorité, chacun des chefs rebelles s'attribue un morceau du territoire de la zone CNO. Celle-ci sera divisée en 10 zones, chacune étant placée sous le commandement d'un comzone. Qui sont ces comzones qui règnent en maître sur le nord? Un responsable militaire français dira, et c'est important, parce qu'il l'a vu, j'ai pu constater que la plupart des chefs rebelles n'étaient pas des chefs militaires, mais des chefs de bande, d'une violence inouïe, dont l'activité principale consistait à s'imposer par la force, à racketter et tuer, à violer. Et ils maintenaient la terreur parmi la population afin de s'enrichir. J'ai traversé des villages d'1 millier d'habitants, désertés, totalement, après des actions violentes de ces chefs. Mes soldats ont ramassé des familles entières, dont des enfants, femmes enceintes, vieillards, massacrés à la machette. Les comzones sont suspectés de crimes de masse par les organisations de défense des droits de l'homme. Chérif Ousmane, dit Papa Guépard, est l'un des comzones les plus proches d'Alassane Ouattara. Le nettoyeur, comme l'appellent ses soldats, fait face à une série d'accusations très graves pour sa participation à plusieurs massacres. Chérif Ousmane a participé à l'assaut final sur Abidjan en mars et avril 2011. Et ces hommes ont notamment conquis Youpogo au prix d'exécutions sommaires. Le 3 août 2011, Alassane Ouattara le promeut au rang de commandant en second du groupe de sécurité de la présidence de la République. Ouattao, que nous avons vu haranguer les soldats à l'hôtel du Golfe le 15 décembre 2010, avant la marche insurrectionnelle vers la RTI, était impliqué dans de très nombreux trafics, notamment de cacao. Il est soupçonné par International Crisis Group d'avoir déstabilisé le processus de paix à multiples reprises et d'être responsable d'un massacre qui a eu lieu à Bouaké en 2007. En 2009, l'équipe d'observateurs militaires de l'ONUCI relevait que son unité, à Ouattao, appelée Anaconda, disposait de mitrailleuses lourdes en violation de l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est aujourd'hui commandant de la garde républicaine d'Alassane Ouattara. Un mot sur Zakaria Koné. Il était à la tête d'une unité de 1500 dozos, appelés les guerriers de la lumière, qui ont combattu avec les forces nouvelles. Les dozos, ce sont les mêmes que les camajors, qui ont commis des crimes atroces en Sierra Leone.
Koné Zakaria est connu pour être au cœur de nombreux trafics, notamment de diamants, dans le nord du pays. En 2010, il a été nommé par Alassane Ouattara commandant de la police militaire. Mais, accusé par des organisations de défense des droits de l'homme d'avoir fait torturer et tuer de nombreux civils, lorsqu'il dirigeait le camp d'Adjamé, après la chute du président Gbagbo, il a été muté fin octobre 2012, chef du bataillon d'artillerie sol-air, situé dans le camp militaire d'Akwedo, conservant donc des fonctions le plaçant au cœur du dispositif sécuritaire d'Abidjan. Aujourd'hui, il est soupçonné d'avoir aidé le général Diendéré lors de son putsch au Burkina Faso le 17 septembre 2015. Ousmane Coulibaly, nous en avons parlé, dit Ben Laden, dont les liens étroits avec Charles Taylor et les mercenaires libériens avaient été relevés par Human Rights Watch. Il était le commandant de l'ancien camp de la BAE à Yopougon jusqu'à la fin du mois de septembre 2012. Il y a torturé et fait procéder à des arrestations arbitraires généralisées. Un mot sur Kwaku Martin Foffier, qui sera en 2011 le geôlier du président Gbagbo. Martin Foffier aurait fait tuer en 2004, selon l'ONU, au moins 99 personnes, pour la plupart asphyxiées, après plusieurs jours de détention dans des containers scellés, sans eau ni nourriture. Depuis 2006, il est sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque les forces sous son commandement ont commis des crimes abominables, tels que l'enrôlement d'enfants, des viols, des exécutions extrajudiciaires. En 2006, il est sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies, et en 2011, c'est à lui qu'on confie le président Gbagbo. Ce sont ces hommes qui contrôlent le Nord et mènent pendant 10 ans des opérations d'envergure pour tenter de se saisir du pouvoir. Ce sont ces hommes qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir, et ce sont ces hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir à Abidjan. Au vu de ces éléments, il est aisé de démontrer qu'après le coup d'État qui amènera à la partition du pays en 2002, la Côte d'Ivoire est le théâtre d'un conflit armé non international, tel que défini par les critères de l'article 8.2f du statut, du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève et du faisceau d'indices qui a été posé par la jurisprudence du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, repris par la jurisprudence de cette Cour. Ainsi, l'armée gouvernementale a dû faire face à un groupe de combattants organisés et armés, contrôlant une partie du territoire, menant des attaques d'une grande violence. L'analyse ne peut s'arrêter ici, sous peine de ne pas donner une vision complète de la réalité. En effet, comment les forces nouvelles étaient-elles si bien armées et entraînées, malgré l'embargo sur les armes édicté par les Nations Unies ? C'est parce qu'elles bénéficiaient de soutien étranger. Et c'est mon deuxième point. Les forces nouvelles bénéficiaient d'abord du soutien du Burkina Faso. Tous les coups d'État qu'a connus la Côte d'Ivoire avaient un seul but, placer Alassane Ouattara au pouvoir. Ils ont tous été menés par les mêmes conjurés, des proches d'Alassane Ouattara. Ces hommes deviendront les comme hommes. Parmi eux se trouvaient des nationaux burkinabés. Le Burkina Faso était la base arrière et le lieu où ils investissaient le fruit de leurs crimes. Surtout, du début de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à la prise du pouvoir par Alassane Ouattara, ils ont toujours été soutenus par les autorités burkinabées, et notamment parmi les proches de Blaise Compaoré, par les membres de la garde présidentielle,
notamment les généraux Diendéré et Zida, où ils se réfugiaient au Burkina Faso pour préparer leurs prochaines offensives. C'est au Burkina qu'après l'échec des premiers coups d'État, ils préparaient, avec les proches de Blaise Compaoré, les coups de force. Par exemple, le commandant Koné Bilamani, un membre des FRCI, explique que le coup d'État de la Mercedes noire avait été mis en œuvre avec l'aide du Burkina Faso. Il était lui-même l'intermédiaire chargé de recruter des hommes pour les rebelles. Il reconnaît aussi avoir fourni du matériel de guerre aux rebelles. Par ailleurs, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et son chef d'état-major particulier, le général Diendéré, entretenaient des relations privilégiées avec les chefs rebelles tels que Ibé et Koné Zakaria. Ce soutien du général Diendéré aux forces nouvelles ivoiriennes a été notamment confirmé dans plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, au terme desquels il est accusé d'avoir contourné au profit des rebelles ivoiriens l'embargo sur les armes en place depuis 2004. Un mot sur le général Diendéré. Il entretient des liens étroits avec les autorités françaises. Les troupes d'élite françaises s'entraînaient avec celles du régiment de sécurité présidentielle à Ouagadougou. Et le général Diendéré a été décoré de la Légion d'honneur en France en 2008. Par ailleurs, le général Diendéré était proche du général Emmanuel Bett, premier chef de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, directeur de la coopération militaire et de la défense au Quai d'Orsay, qui est soupçonné d'avoir été nommé ambassadeur de France au Burkina Faso en 2010 pour préparer la chute du président Gbagbo. Sans l'intervention du Burkina Faso, les forces nouvelles n'auraient pas pu être aussi puissantes et destructrices. La participation active des autorités burkinabées au trafic d'armes, au bénéfice des forces nouvelles, leur participation au recrutement de soldats et de mercenaires pro-Ouattara, la mise à la disposition des rebelles d'infrastructures militaires burkinabées et plus généralement l'aide des proches de Compaoré à la constitution d'une force armée pro-Ouattara a augmenté au fur et à mesure que se rapprochait la date des élections présidentielles de 2010. Au début 2010, des contingents de mercenaires ivoiriens, nigériens ou guinéens, mais pour la plupart burkinabés, sont réunis, équipés, armés et entraînés au camp de Pau, au Burkina Faso, puis transférés dans le nord de la Côte d'Ivoire, où des témoins les verront déposer du matériel lourd. Dans son rapport final, publié le 27 avril 2011, le groupe d'experts des Nations Unies, et je cite, rappelle que le territoire burkinabé a été à maintes reprises impliqué en tant que point d'origine ou de transit des armes et des munitions entrant dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'implication du Burkina Faso et en même temps les conseillers militaires qu'il y avait au Burkina Faso a joué un rôle. Un mot sur le soutien de la France. La France a toujours été présente militairement en Côte d'Ivoire. À cette présence historique, matérialisée par le 43e BIMA, s'est ajoutée à partir de 2002 la présence de la force d'interposition Licorne. En 2010, de nouveaux contingents français sont acheminés en Côte d'Ivoire. Ils prendront une part prépondérante dans les combats de mars et avril 2011. Ce sont les forces spéciales françaises qui organiseront les mercenaires entraînés au camp de Pau en troupes de combattants et leur donneront leur plan de marche pour envahir la partie sud du pays en mars 2011. Quelques heures à peine après le vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la demande de la France, de la résolution 1975 autorisant le recours à la force en Côte d'Ivoire.
C'est au vu et su de l'état-major français que d'autres mercenaires préalablement entraînés furent infiltrés dès avant les élections présidentielles de 2010 à Abidjan, où des caches d'armes avaient été aménagées pour eux, notamment dans le quartier d'Abobo. C'est avec l'accord des autorités françaises qu'il fut décidé, par Alassane Ouattara et les chefs de guerre rebelles, d'organiser une marche insurrectionnelle destinée à prendre d'assaut la radio-télévision France ivoirienne et la résidence présidentielle. C'est pour obéir à une stratégie arrêtée de concert avec les responsables militaires et politiques français que les premières attaques contre les forces de maintien de l'ordre et l'armée eurent lieu au mois de décembre 2010 et janvier 2011. Ce sont les forces françaises, et elles seules, qui attaquèrent dès l'adoption de la résolution 1975 les casernes et points d'appui de l'armée ivoirienne. C'est de la résidence de l'ambassadeur de France, mitoyenne de la résidence du président ivoirien, que tiraient les francs-tireurs français sur les occupants de la résidence pour décourager toute velléité de résistance. Ce sont des commandos français qui lancèrent l'assaut contre la résidence le 11 avril 2011 et s'en saisirent. Le principal intéressé, le président français Nicolas Sarkozy, a lui-même avoué que la France avait décidé et mis en œuvre la chute de Laurent Gbagbo. Lors d'une rencontre avec des journalistes, le 6 juillet 2011, Nicolas Sarkozy a ainsi déclaré, et je cite, « Quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire, on a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, sans aucune polémique, sans rien. Au vu de ces éléments, il est aisé de démontrer qu'à partir de 2010, le conflit armé non international s'est internationalisé. Le soutien logistique, militaire, financier du Burkina Faso et de la France constitue une ingérence dans les affaires internes d'un pays qui engage la responsabilité internationale de ses États. Surtout, le contrôle qu'exerçaient les responsables militaires burkinabés et français sur les opérations militaires menées par les forces nouvelles est à l'évidence un contrôle effectif qui satisfait le critère plus flexible de contrôle global pour l'internationalisation d'un conflit armé posé par la jurisprudence. Enfin, au-delà du soutien, l'engagement militaire de la France est clair et direct contre les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, et notamment la prise de la résidence présidentielle le 11 avril 2011 internationalise le conflit. Pas un mot de la part du procureur sur les forces nouvelles. Pas un mot de la part du procureur sur le conflit armé. Pas un mot sur l'implication du Burkina Faso. Pas un mot sur le rôle de la France. Or, il est fondamental d'analyser et de comprendre les faits qui seront discutés lors du procès en gardant à l'esprit l'existence d'un conflit armé en Côte d'Ivoire. Concernant les 4 événements principaux, ils se sont déroulés dans un contexte de conflit armé opposant des combattants et des combattants qui n'étaient pas sur un même pied d'égalité. D'un côté, il y avait les forces nouvelles, lourdement armées et soutenues par des puissances étrangères. Et de l'autre, une armée gouvernementale, peu équipée, du fait de l'embargo édicté par les Nations Unies. D'un côté, il y a donc des combattants qui s'affrontent, de l'autre, des civils. Les allégations selon lesquelles des populations civiles auraient été visées ne tiennent donc pas. Merci beaucoup, Maître Naouri. Maître Altid. Merci, Monsieur le Président. La Défense va ouvrir un nouveau chapitre de sa présentation, mais compte tenu de l'heure, peut-être serait-il sage, je le soumets bien sûr à votre décision, de faire la pause maintenant.
Could you make Le juge président, pourriez-vous nous dire à peu près combien de temps cela vous demandera cet après-midi? La défense, à peu près 1 heure de présentation, peut-être un petit peu moins, mais disons 1 heure. Okay, thank you very much. Le juge président, bien, merci beaucoup. Donc, nous allons faire une pause et nous reprendrons à 14h30. L'audience est suspendue.